What's up, everybody? This is Carmelo Anthony. I want all of y'all to show up for the Women's FIBA World Cup in Berlin in 2026. It's going to be crazy. It's going to be worth it. And if you are in doubt, stay mellow. Peace. Salut les amis, en plein été, nous sommes réunis ici quelques jours après les JO pour parler de basket et se projeter sur les finales NBA. Vous le savez, First Team ne dort pas. On va pouvoir parler des 5 équipes qu'on attend le plus pour la saison 2024-2025, des joueurs aussi. Et puis, qui est le meilleur joueur américain qui reste en NBA, entre guillemets. Tout ça entre-breloqué, là, entrechoqué avec des interviews faites durant les JO avec du Schubert, du Stephen Marbury, du Carmelo Anthony, du Dirk Nowitzki. Erwan est là. Arthur est là, comment allez-vous les mecs? Ça va les gars? En pleine forme, on a récupéré des JO et puis prêt à passer à la NBA quoi. Prêt à passer à la NBA? Pas le temps de niaiser comme on dit, là, les JO à peine finis avec ces émotions exceptionnelles on se replonge déjà dans la saison NBA qui arrive à grands pas, mais voilà, c'est la vie qu'on a décidé de mener et c'est pas la pire mon Toto. Clairement, allez je vous propose d'y aller tout de suite après ce petit lancement. Allons tout de suite dans les 5 équipes qu'on attend le plus nous First Team pour la prochaine saison NBA. Allez, tu t'installes et on y va tout de suite. Comme toujours, je le sais, hein, tu es sur YouTube ou en podcast. N'hésite surtout pas à donner ton avis, à nous donner l'équipe que tu as le temps le plus et à nous dire ce que tu penses de ce qu'on va dire. On va commencer tout de suite avec l'équipe finaliste de la conférence Ouest. Enfin, finaliste de la conférence Ouest. Celle qui a gagné. Celle qui a gagné la conférence Ouest. C'est bien sûr les Dallas Mavericks. Je voulais qu'on commence avec une équipe lourde, puisqu'on a la sensation, Erwan, que ça y est, les Mavs ont enfin donné une équipe et une idée de jeu qui puisse permettre à Luka d'aller en finale. La marche d'après, après les 50 victoires la saison dernière et ce run de playoff fantastique, eh bien, c'est d'aller chercher une deuxième bague pour la franchise. C'est la suite logique de la carrière de Luka Doncic. Et tu as raison, les Mavs ont réussi, ils ont mis du temps, mais ça met du temps de construire autour d'une méga superstar. Donc voilà, on a vu l'arrivée de Kyrie, bien drafté, l'arrivée aussi de PJ Washington et de Daniel Gafford. Voilà, il se passe des choses. Jason Kidd qui est plutôt bien installé avec qui prolongé donc très bien. Maintenant j'ai la sensation avec Dallas que évidemment qu'on va les attendre comme des fous la saison prochaine, mais faut faire attention à la saison d'après, surtout quand tu surperformes. Souvenez-vous les Suns qui vont en finale, c'est resté surprise à l'époque face aux Bucks. C'est-à-dire ça restait une surperformance, on les attendait pas là. La saison, voire les saisons d'après, ils ont jamais réussi à capitaliser là-dessus. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil côté Mavs parce que Luka est plus jeune et a plus d'aura, mais voilà, va y avoir une pression supplémentaire. C'est peut-être la saison où on va attendre le plus Luka Doncic dans le haut de la conférence Ouest. Ouais, il y a à la fois le côté équipe, le côté individuel, puisque Luka, avec tout ce qui s'est passé, je l'attends aussi en tant que MVP la saison prochaine. Tu vois, ça fait partie des objectifs. T'en penses quoi de tout ça? Ouais, complètement. Ça fait déjà plusieurs saisons qu'on l'attend en tant que MVP. Si on prend un petit peu les carrières des méga superstars, elles sont d'abord passées par le côté MVP avant d'aller sur le côté collectif. Là, typiquement, cette année, on attendait d'abord le MVP, mais on s'est rendu compte qu'ils avaient l'équipe, en tout cas après les changements de la trade deadline, pour pouvoir aller au bout. Donc oui, clairement, on attend une grosse saison de notre ami. Après, tu parlais de dynamique et de deuxième année après avoir surperformé. Il y a un exemple qui est un petit peu plus récent, peut-être Miami Heat, qui fait une finale l'année dernière et qui ne fait même pas les playoffs, si je me trompe, cette année, ou en tout cas qui galère au play-in. Donc, ouais, ça va être. Ils sont sortis au play-in par Nico Batum et les Sixers. Exactement. Sachant qu'ils ont fait aussi la finale de 2020. Donc ils ont fait la finale de 2020 aussi. Ils ont enchaîné les finales de conférence ces 3 dernières années. Exactement. Donc, ouais, ça va être compliqué. Et puis surtout, faut pas qu'on oublie qu'on est dans la conférence Ouest. Et la conférence Ouest, encore plus l'année prochaine que les dernières années où déjà c'était la guerre, mais là ça va être hyper compliqué. Franchement, avoir des trous d'air de 3, 4, 5 défaites d'affilée, ça va être compliqué si on a envie d'aller chercher une place en sécure en play-off. Ce qui est fou, c'est que là on est l'été, on aura le temps bien sûr de tous revenir, faire des belles previews comme chaque année, vous le savez. Il va y avoir 82 matchs de saison régulière, donc là tu vois, on est pendant l'été, j'ai du mal à me projeter sur ce que va être la saison en play-off pour les Mavs. Pourtant c'est le moment des play-offs qu'on va attendre surtout pour les Mavs. Mais toi, comment tu vois déjà la saison régulière, Erwan, de cette équipe? Moi je vois une équipe qui doit aussi assumer un statut. Quand tu es finaliste une saison, l'année d'après, ton statut change. On sait que les Mavs, depuis Luka, on se dit un jour, va falloir qu'ils aillent en finale et un jour, va falloir qu'ils gagnent.
ils ont coché la case finale. Mais c'était toujours, ils font 5e, ils sont 4e, 6e. C'est à peu près toujours dans ces eaux-là où ils sont dans la conférence Ouest, sauf l'année où ils vont pas en play-off, mais on sait qu'ils lâchent complètement la saison sur les 4 derniers mois où Kyrie arrive. Mais là, d'un coup, ça va être, attends, Kiki, maintenant que tu as fait finale NBA, nous, on veut t'attendre top seed de la conférence Ouest, comme Utah l'a été pendant une année ou deux, comme le Denver l'a été, comme Memphis a réussi à l'être aussi. Donc c'est joué avec une étiquette non plus d'un outsider plus, mais nous on est une équipe qui voulons retourner en finale. Et ça, encore une fois, c'est l'évolution normale d'une équipe menée par Luka et Kyrie qui doit avoir de l'ambition, mais il faut aussi digérer ce statut-là. Pour moi, c'est ça, c'est le nouveau statut. L'année dernière, ils finissent 5e, pardon, avec le premier tour. Clippers, Mavs qu'on attendait tous, parce que de toute façon, si les deux équipes se jouent pas, la NBA n'est pas contente. Voilà, et les fans ne sont pas contents. Pour aller chercher ce titre, ils ont fait, peut-être le coup qui va les faire basculer. C'est l'arrivée, bien sûr, de Klay Thompson. On va regarder ensemble le roster de cette équipe des Mavs, puisque Klay Thompson va amener son expérience, et puis nous, on va observer, pour la première fois, Klay Thompson, hors de la Californie, avec les Warriors. Luka, Kyrie, Klay, PJ Washington et Allen Gafford, ça devrait être le 5 majeur. Je rappelle aussi que Quentin Grimes et Najee Marshall viennent d'arriver. Erwan, Klay Thompson, on en a déjà parlé, c'était il y a 1 mois et demi, la free agency et tout. On est quelques semaines plus tard. Est-ce que tu as la sensation aujourd'hui, après avoir digéré l'info, que Klay Thompson va leur faire vraiment passer un cap? Passer un cap, c'est d'être champion, hein. Et premier de l'Ouest, dans la conférence Ouest, c'est les deux trucs. Si on joue sur la sémantique des expressions, passer un cap dans l'état où est Klay Thompson, donc là, il va leur amener quelque chose qui, effectivement, leur a manqué. Notamment, on l'a vu en finale face aux Celtics, où l'adresse, le tir externe était très fluctuante. Et on sait qu'au bout d'un moment, pour gagner, il faut mettre dedans un peu plus régulièrement que ce qu'ils ont pu faire en play-off. Il y a eu des grands tirs ouverts en finale, on en a beaucoup débriefé. Et mon gars, ils ont dû repeindre les cercles, au TD Garden après les finales, parce qu'il n'y avait plus de peinture, tant ils ont envoyé des sauciflards sur le cercle. Donc oui, Klay Thompson, par son adresse naturelle, doit amener une stabilité sur de l'adresse externe et ne pas vivre que sur des step back ou les exploits de Kyrie. Maintenant, c'est que Klay n'est plus le Klay aussi des Warriors, mais j'ai envie de croire que ce nouveau challenge, ce dernier challenge aussi de Klay Thompson, peut lui redonner un petit peu du jus dans les jambes. Je sais pas, tu vois. Oui, bien sûr, voilà, c'est comme ça que je le vois aussi. L'énergie, ouais. T'en dis quoi, toi? Non, écoute, moi je trouve que c'est un super ajout, surtout au prix auquel ils l'ont signé. Il me semble que c'est moins de 20 millions de dollars à la saison, et typiquement pour ce genre de joueur et dans le marché actuel, c'est très bas. Klay Thompson, je pense que ces 2 dernières saisons ont été archi frustrantes de par son utilisation, de par la vision qu'avaient les Warriors de Klay Thompson et de son utilisation. Je pense qu'il en a encore sous les... Ouais, c'est pour ça qu'il part. Je pense qu'il en a encore sous le capot. On sait que c'est un joueur qui est hyper fort en catch and shoot. Dans ce format d'équipe-là, je pense qu'il va se régaler. Je pense vraiment qu'il va se régaler. Mais par contre, il ne faut pas qu'on attende de lui que ce soit, je vais pas dire la troisième, ça sera la 3e option mécaniquement. Mais il ne faut pas qu'on en attende non plus une utilisation hyper importante. Moi, Klay Thompson, tu le fais jouer 20-25 minutes, de la défense, de l'adresse, un petit peu d'alternance, le fait de mobiliser les défenses, et je pense qu'il sera rentable dessus. Si tu l'attends pour jouer 35 minutes, éteindre le meilleur joueur adverse, te scorer les 20 points par match... Oui, d'accord, mais sauf que je pense que Dallas le sait aussi. Moi, je le vois vraiment comme une 3e option. Mais là où je te rejoins, là où je te rejoins complètement, c'est que si on attend de Klay Thompson qu'il ait des systèmes, des remontées, comme il était 2e option derrière Steph, non. Par contre, quand tu as Kyrie Irving et Luka, qui sont quand même des drivers qui attirent les aides. L'autre, dans les petites fenêtres, comme ça, sur des jeux à 45 dans le corner, sur des attrapés chutés. Parce que, en fait, c'est ça ce que va amener Klay Thompson aussi aux Mavs, c'est que si tu vas trop aider sur Doncic et Irving, ce que tu es obligé de faire, tonton va être tout seul ouvert. Et honnêtement, Klay Thompson, jusqu'à 70 ans, attrapé, shooté, il va mettre dedans. C'est pour ça qu'il lui a donné 3 ans et 50 millions de dollars. Il est là pour ça. C'est pour ça que pour moi, il va créer des vrais problèmes de défensifs en disant, est-ce qu'on donne de l'aide sur le pick and roll de Irving et de Doncic? Est-ce qu'on va toucher les grands à l'opposé, donc le défenseur de Klay, et que derrière l'autre, avec sa vista, il va le trouver direct? Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Ok, je vous pose une dernière question sur les Mavs et on enchaîne avec une autre équipe. Est-ce qu'il vous semble que ce roster-là, c'est suffisant pour être champion NBA? Rapidement, une phrase, dites-moi, là, c'est une intuition. Il va se passer plein de trucs, encore une fois. Hein. Oui. Ok, ils peuvent être champions NBA comme ça. Ils peuvent être champions, Très et puis bien. il amène cette touche d'expérience qui manquait cruellement. Donc, ouais. Ouais, Okay. Un champion NBA qui arrive dans une équipe qui veut être champion NBA, ça marche toujours. Vraiment, Drew Holiday avec les Celtics,
Je te dis pas que, mais il amène cette expérience de mec qui a déjà gagné. Une année de plus pour Lively que j'ai trouvé vraiment très bon sur sa saison rookie qui montait crescendo. Je suis très curieux de le revoir avec une année de plus dans les pattes. Et puis l'expérience commune aussi qu'ils ont vécu, ce grand run de playoff. Moi, je crois beaucoup en cette équipe-là. Il y aura une concurrence incroyable, mais j'attends d'eux qu'ils soient top 3 à l'Ouest et qu'ils arrivent avec un avantage du terrain et un statut différent de ce qu'ils ont depuis que Doncic est rookie. Et puis on peut espérer que Dwight Powell, après ses JO, soit le star dans cette équipe, bien sûr. On embrasse. C'est la clé. C'est la clé. On embrasse le Canada toujours. C'est la clé. On enchaîne avec une autre équipe, les Pelicans. On reste dans la conférence Ouest parce que eux sont allés chercher un meneur de jeu. Ils en avaient cruellement besoin. L'année dernière, ils ont fini en 49-33. Incroyable. On se croirait à l'Assemblée nationale. C'est exceptionnel. Il y a eu des choix forts au sein de cette équipe. Donc, Brandon Graham, pour l'instant, est toujours là. Hein. Ça a été l'une des grandes interrogations de cet été. Mais donc, Dejounte Murray arrive pour jouer aux côtés de Zion Williamson. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une association de jeunes loups qui cherchent à faire sa place en termes de résultats. Enfin, de loups, c'est plutôt les Pelicans. Drôle de. Le Pelicans, c'est compliqué à faire. Sur un trombone. Je sais pas ce que c'est. Qui peut faire le bruit des Pelicans? Alors, si quelqu'un peut imiter le bruit des Pelicans dans les commentaires YouTube, bravo. Hein, je bravo, peux citer des gens qui ont un goitre de pélican, mais Tout à fait. Tu en penses quoi de cette arrivée, de ces gros changements? Écoute, les Pelicans, je trouve que c'est une équipe qui, de par son histoire, de par les joueurs un petit peu, les blessés, etc., c'est une équipe qui est sous-cotée, clairement, qui est pas sexy. Les équipes, quand elles jouent, bah, elles sont peut-être pas à fond, c'est pas le glamour de jouer Golden State, de jouer les Lakers ou de jouer Jokic. Donc je pense que c'est une équipe qui en saison arrivera toujours à choper des matchs. Tu vois, cette année ils terminent 8e en faisant une fin de saison qui est un petit peu catastrophique. Ils sont sweepers ils se font sweeper direct en play-off. Ils perdent le play-in contre les Lakers. Donc je pense que c'est une équipe qui, dans tous les cas, ils vont se qualifier à minima pour le play-in. J'ai aucun doute par rapport à ça. À partir du moment où Zion est en forme. Même si Zion n'est pas en forme, ils ont plutôt bien performé. C'est une équipe qui est régulière. Brandon Ingram est bon. Là, tu vois, avec l'arrivée de Dejounte Murray. Par contre, clairement, sur un format playoff, il manque cette espèce de facteur X. Et il y a tellement d'incertitudes autour de la santé de Zion Williamson que, tu vois, je les vois difficilement passer un tour, clairement. Ok, Zion a joué 70 matchs l'année dernière. Je vous redonne ses stats. Mais blessé après. 22, et tout à fait. On le voit plus sur la fin de saison, mais c'est la saison où il a le plus joué. On a été rassuré quelque part par la saison de Zion. Bon, j'ai pas que tu me parles de Zion. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'arrivée des Dejounte Murray et le fait aussi que, du coup, CJ McCollum soit redécalé à son poste naturel. Il va se retrouver associé à un fort meneur. Alors, Dejounte Murray, c'est pas Damian Lillard, mais on sait que CJ McCollum, il a fait le taf en tant que meneur avec les Pelicans, hein, parce que c'est un vrai bon joueur. Mais moi, je préfère presque le voir associé à un meneur de jeu et qui se concentre plus des fois sur le scoring, plus que sur l'organisation du jeu. Donc ça, là-dessus, je pense que c'est un bon coup. Maintenant, cette équipe-là, c'est une bonne équipe. Moi, c'est une équipe qui m'avait régalé il y a 2 ans quand ils font un run de play-off où ils sortent du play-in, ils tapent les Suns qui vont aller en finale à la fin. Ils jouent contre les Suns qui, au premier tour, ils les font douter, ils perdent 4-2. Il se passe quelque chose avec Willie Green. Et depuis, je trouve que ils ont du mal. L'année dernière, à un moment donné, ils montent 4e ou 3e de la conférence Ouest. Ils ont un vrai super run et ils capitalisent pas là-dessus. Ils capitalisent pas parce que Zion est blessé. Ils capitalisent pas aussi parce que ils ont du mal à enchaîner des vrais grands bouts de saison pour s'installer comme un vrai outsider de cette franchise. Donc, en fait, j'ai peur que cette équipe-là soit en train de tomber dans ce que tu reproches souvent, c'est le milieu. On n'est ni en reconstruction, on n'est ni un prétendant. Et attention de ne pas trop s'installer là-dedans. Le début, la base avait été bonne. Moi, j'ai envie de croire encore à Willie Green. Mais ils ont besoin d'un déclic. Il faut qu'il se passe quelque chose. Après, là, je trouve dur parce que pour moi, milieu, c'est pas ça. Déjà, tu as souligné tout à l'heure la conférence Ouest. Le niveau moyen est tellement élevé que quand tu fais 49 victoires, t'es pas moyen. Le truc, c'est quand normalement on dit ça pour une équipe qui végète, qui est là au milieu, avec en attendant, tu sais, peut-être de tout péter pour aller chercher son numéro en draft. Ils l'ont, Zion, le fameux joueur générationnel, je sais pas s'il le deviendra un jour, mais ils l'ont déjà, le joyau qui doit te faire passer un cap. Clairement, et puis même quand tu prends ça, quand tu regardes leur effectif là, ils ont 4 bêtes de joueurs sur 4 positions. Sauf que c'est pour ça que moi je pense qu'en saison régulière ils vont choper des matchs. Demain, c'est ça. Hein. Ouais, Daniel Tice arrive, on embrasse Daniel bien sûr, hein, qui au JO n'a pas pris la médaille qui prend aucune médaille. Attention, laissez jouer les short-rolls à Daniel. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'as Dejounte Murray en poste 1, McCollum qui est un bête de joueur en poste 2, Ingram qui performe en tout cas depuis plusieurs années avec des rotations très Murphy, et Zion Williamson en poste 4. En soi, si cette équipe elle est en bonne santé, moi ça me choque pas qu'ils finissent 4e ou 5e, clairement. C'est juste que,
moi, je suis pas encore rassuré et j'ai pas des certitudes sur Zion Williamson sur Zion Williamson pour me dire ce gars-là, il va se faire passer des tours. Tu vois, en format playoff, je les trouve encore un peu justes, bien qu'ils aient un bête d'effectif. Ouais, mais c'est paradoxal, du coup, tu tues parce que tu es en train de me dire, c'est une bête d'équipe, ils ont 4 super joueurs, Ouais. et en fait, on en revient au même point de se dire que cette équipe, s'ils font un tour, c'est cool. Mais parce que la NBA de la saison régulière des 82 matchs, c'est pas la même Mais je mayonnaise. sais, Ouais. attends, je t'entends. Ouais, non, bien sûr, Donc, mais en fait, je suis en train de te dire que on aime bien ces gars-là, il y a un jeune coach qui a des idées, mais à un moment donné, pour qu'on te prenne au sérieux, il faut qu'il passe un tour. Après, de playoff. honnêtement, c'est la réalité d'une franchise comme celle des Pelicans. Oui. Les Pelicans, c'est une franchise qui n'est pas amenée un jour à jouer les finales NBA sur le principe. Hein. C'est ça la réalité aussi de certaines sûr. franchises. Si tu arrives à péter, ça marche pour les Grizzlies. On peut en citer plein d'équipes comme ça qui, si elles arrivent en finale de conf, si même elles arrivent un jour en finale NBA, Toronto, ce qu'ils ont fait en 2019, faut vraiment le dire, c'est un exploit incroyable dans l'histoire de la NBA, au vu de l'âge de la franchise et au vu du projet qui était le leur. Avec Memphis, la franchise, tu vas en finale de conf, t'as ton maillot retiré. Hein. Mais exactement, Non, mais mais c'est pas ça, une blague. mais c'est pas une très blague. fier. Et puis on va pas se mentir, moi j'étais à la Nouvelle-Orléans l'année dernière, là en novembre là. C'est une ville de football américain. La salle, c'est la plus petite affluence des 30 franchises. Il n'y a clairement pas une énergie hyper positive, bien qu'ils ont ce joyau, Zion Williamson. Même en 2019, il y avait un peu de hype au début. C'est vite redescendu. Hein. Bon, en tout cas, on suivra bien sûr cette équipe puisqu'elle fait partie des 5 équipes qu'on aura le plus envie de voir. Vous avez vu dans le tableau, il y avait un A.Reeves. Alors non, c'est pas Austin, il n'a pas été transféré. C'est bien Antonio Reeves qui vient d'être drafté 47e. C'est un arrière qui est né à Chicago et qui était à Kentucky là. Donc voilà, c'est juste pour préciser avant que je vois des mecs arriver. Je vous connais, bande de... Trop tard. bande de boules. Trop tard. Parce que les mecs commentent en live, tu sais, ils Ouais, attendent ouais. pas la fin de. Eh ben, hop, tu peux modifier ton com, t'inquiète. Troisième équipe, allez, on avance. Parmi tout ça, et j'avais envie qu'on parle vite fait des San Antonio Spurs quand même. Parlons des Spurs, puisqu'il y a eu beaucoup de changements. Ils sont allés chercher de l'expérience. Donc oui, ça fait beaucoup de changements. Pas de playoff l'année dernière, bien sûr. 22 victoires seulement. L'équipe de Victor Wembanyama a vu arriver Chris Paul. Rien que ça. Qu'est-ce que tu penses de cette intersaison? Et surtout, quand on dit que c'est les équipes qu'on attend le plus, qu'est-ce que tu attends du coup de l'année 2 de Victor? Pas individuellement, mais vraiment collectivement. On reparlera de Victor dans une autre vidéo, bien sûr, sur les joueurs. J'attends de lui qu'il prenne un petit peu, qu'il porte l'équipe, et qu'il utilise toute l'expérience de sa première saison qui a été un petit peu catastrophique sur le plan collectif. Après, je suis pas moi super hypé par l'arrivée de Chris Paul dans le sens où je pense pas qu'il va révolutionner l'attaque des Spurs. C'est un joueur qui a énormément d'expérience, c'est un top 10 point guard all-time sans aucun doute, mais aujourd'hui à son âge, c'est un meneur en termes de niveau de jeu qui est random et qui bah oui, il va amener de l'expérience, il va pouvoir discuter de certaines choses, amener la balle à bon moment, amener une certaine dynamique, mais ça reste un meneur de jeu moyen, vieux et moyen. Le tableau qu'on a, c'est les deux grosses recrues. Hein. Bien sûr, il y a Harrison Barnes qui est arrivé. On regarde les stats, je vous les donne vite fait sur l'année dernière. Chris Paul a 39 ans, 9 points, 4 rebonds, 7 passes, 44% au tir. T'es dur quand même sur un meneur random. Non, quand tu vois des stats pour un mec comme ça. Non, c'est un meneur bon, c'est vrai qu'il est pas à 20 points et 10 passes, t'as raison. Et Harrison Barnes, 32 ans, 12 points, 3 rebonds, 47% au tir. Qu'est-ce que tu dis de ce que vient de dire Arthur sur le fait que ce soit un meneur random qui arrive? C'est intéressant. Je pourrais jamais employer le mot random pour Chris termes Paul. Non, mais il y a 7 passes décisives déjà. La production, j'imagine. Voilà, il y a 7 passes décisives, mais après c'est sûr qu'il va pas lui révolutionner le jeu, ça c'est sûr, mais il vient pas pour ça. Par contre, moi je pense qu'avec son arrivée, il va aussi stabiliser un poste sur lequel les Spurs ont été en souffrance totale. Et je pense qu'un mec comme Chris Paul, quand il vient, il va être bon sur le terrain parce qu'il sait où mettre la balle. Et ça déjà, c'est quand même, on l'a vu avec l'équipe de France pendant les JO, c'est quand même bien d'avoir un meneur de jeu, même s'il met pas 20 points, qui sait où on met la balle. Ça c'est quand même, et qui sait jouer des pick and roll, ça il le fera toute sa vie. Et puis même quand on lui joue pas, vu qu'il aura un petit à côté de lui, à qui il va lui dire, regarde là, t'as qu'à l'entraînement, regarde les vidéos là, ah ben lui aussi va progresser. Donc c'est des mecs qui vont diffuser. Ça très aussi jaune, là-dessus. j'imagine. Voilà, évidemment. Donc il va diffuser aussi quelque part. Donc ça, faut pas l'enlever. Maintenant, moi avec l'arrivée de 2 joueurs d'expérience, Harrison Barnes, Chris Paul, moi je veux que les Spurs rajoute maintenant au projet Victor Wembanyama un objectif collectif. Et ça peut être quoi? Sur l'année de Victor, le projet collectif, parce que l'année dernière, c'était quand même son début de carrière, on le fait jouer 4, on le fait jouer 5, on veut aller gratter son titre de rookie de l'année, il a eu très bien. Maintenant, je veux qu'on continue à développer d'autres joueurs autour, comme ils l'ont fait, et je veux surtout qu'ils se disent, comme les Rockets un peu l'année dernière, on vise un play-in. Il faut qu'ils aient une case cochée pour se dire, on veut se battre pour les play-in, c'est archi important. Acter une progression voilà, sur quelque chose de palpable. Après, tu le fais pas, t'en tires les conclusions, mais l'année prochaine, les Spurs, pour moi, c'est play-in. On veut jouer les play-in. Tu n'y arrives pas, pourquoi, comment, on règle le problème l'été d'après, mais en tout cas, il faut qu'il y ait cet objectif-là. Alors, je vous donne juste une stat quand même. L'année dernière, le play-in,
c'est joué à 46 victoires. Sacramento et Golden State étaient à 46. Tu parles de Houston Rockets, ils finissent à 50% de victoire, 41-41. Ils sont 11e. Ils sont à 22 victoires. C'est Est-ce clair. que c'est un objectif? Je comprends l'objectif de qui te tirer, mais est-ce que vraiment on peut imaginer 20 Prends points? le bilan de janvier des Spurs et tu verras que ce que je dis, c'est pas si fou. Non. Je te dis que c'est un objectif élevé, mais en tout cas, j'ai bien compris. je Non, te- parce qu'il y a 20 victoires d'écart. c'est 20, énorme, sachant qu'ils ont perdu 17 d'affilée. Que le début de saison, c'est pas de ma faute, hein. le début de saison, ils ont failli les renvoyer en poule G de National 3, les Spurs, tellement qu'ils étaient nuls. Beaucoup mieux à partir de janvier quand Victor a joué 5. Je te dis que c'est élevé, mais au bout d'un moment, Victor, le chrono que les franchises ont avec d'autres, avec Antetokounmpo, même avec Doncic, le chrono avec Victor, pour se construire, il accélère. C'est un accélérateur de temps. Donc l'année prochaine, faut mettre un objectif très haut. Et s'ils font play-in, ça serait fantastique au bout d'une année 2. Mais ils doivent avoir ça en tête. Le roster, on le voit là. Excuse-moi, je te coupe. Tu vas répondre à ça. Chris Paul, Stephen Castle a été drafté très haut et ils y croient à fond à leur arrière. Tout à fait. Ça, c'est ma vibe d'été. En plus, Aaron a mis sa plus belle chemise pour l'été. Magnifique. Devin Vassell, Harrison Barnes, Jeremy Sohan, on verra ce qui se passera aussi pour lui. Et Victor Wembanyama sur le poste 5. Qu'est-ce que tu voulais dire? Pardon. Champagny poste 4, je viens de voir. Champagny dans le roster, déjà, il a de la chance. Hein. C'est clair. Non, ce que je disais, c'est que bah, effectivement, tu parlais des résultats pour pouvoir se qualifier en play-in. On oublie qu'il y a aussi Memphis, on va peut-être Bien en sûr. parler, qui avec le retour de Ja Morant et avec la dynamique qu'ils vont avoir, les retours des blessés, ils vont tout de suite step up et aller chercher beaucoup plus de victoires. Donc oui, le play-in, ça doit être un objectif. Par contre, frérot, C'est un objectif très élevé. mais on est d'accord. Non, mais en fait, oui, on est voilà. d'accord. C'est vraiment ce qu'il doit viser. Mais dans les faits, s'ils y arrivent, ça sera vraiment plus qu'une énorme réussite. Ce serait étonnant que l'année prochaine, les Spurs soient meilleurs que les Rockets, les Kings, les Warriors. Enfin, que les Warriors, bon, bref. Ja Morant, on en parle, mais dans l'autre vidéo, parce qu'on se Très bien. focus sur le joueur. On enchaîne avec une autre équipe. Erwan, tu vas choisir. Tu préfères une équipe en bleu ou une équipe en bleu? Une à l'est et une à l'ouest? Oh, moi je suis un mec de l'Est. Eh ben alors allons-y, ça tombe bien, c'est les New York Knicks. Bien sûr, on était obligé d'en parler, puisque s'il n'y a pas une recrue qui vient de Villanova, eh bien les Knicks ne sont pas contents, Erwan. L'année Ils dernière... vont recruter la sœur de Kenny Grant, ça continue. Mais pourquoi pas? Et pourquoi prendre des places? Tia Grant qu'on embrasse. On embrasse Tia, bien sûr, on embrasse la famille Grant. L'année dernière, vous le savez, les Knicks se sont fait sortir au deuxième tour dans un match 7 mémorable face aux Pacers, etc. Les blessures, l'ambiance, Erwan, les 50 victoires. Et vous avez vu d'ailleurs il y a quelques jours, Jalen Brunson a été érigé en capitaine de cette équipe. C'est marié aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as vu les retours sur Twitter du mariage de... Pas du non, tout. non. Mais les gens, ils ont sorti plein de tweets en disant mais qui c'est qui touche mon homme, mon Et c'est roi, les fans, genre, les ah fans ouais. comme ça, qui c'est qui touche mon roi et tout. Oh, elle est dans ma robe de mariage normalement et tout. Et exceptionnel. Les gens sur Twitter parce que Jalen Brunson est devenu capitaine des Knicks, mais surtout devenu le roi de Big Apple, de Clairement, Manhattan. clairement. Et- Qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans? C'est fou. Enfin, Ah, 3 ans, 2 ans. Écoute, 2 ans, le je sais nez plus. creux, un mec un peu sous-coté, un mec à qui on a 2 donné ans. de la confiance, qui a trouvé un coach. Et on sait que Tom Thibodeau, dans ses excès, ça peut péter des mecs, mais dans ses excès, ça peut emmener des mecs très très, très haut. On rappelle que Derrick Rose est MVP sous Tom Thibodeau, que les Holden, les Joakim Noah, leur plus belle carrière, leur plus belle saison en carrière, c'est sous Tom Thibodeau. Il a aussi ça en lui, Tom Thibodeau. S'il te fait confiance, il te file les rênes d'une équipe, ça peut monter très très haut. Et c'est ce qui est en train de se passer. Jimmy Butler peut le remercier. Hein. Exactement aussi, c'est un très bon exemple. Tu m'étonnes. Parmi les Knicks, il y a 2 grosses infos cet été. Entre autres, hein, bien sûr. Je mets de côté la perte d'Isaiah Hartenstein, on en parlera pour le Thunder. Jalen Brunson, donc, capitaine, mais surtout, Jalen Brunson, vous le savez, a refusé, mais un montant qui n'a aucun sens. On regarde l'équipe là, il a refusé 113 millions de dollars. C'est complètement fou. Alors, il paraît que dans 4 ans, on le lui redonnera, blablabla, mais il a refusé 113 millions de dollars pour justement accueillir un de ses potes, Michael Bridges. Parle-moi un petit peu de cette association. Donc, on vous met le 5 majeurs, Jalen Brunson, Michael Bridges, Odian Anunoby, Julius Randle qui est toujours là, Mitchell Robinson qui est toujours là. Lui aussi, DiVincenzo devrait retourner sur le banc. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Il y a une belle équipe, vraiment. Il y a une superbe équipe. Après, moi, il y a quelque chose sur le roster où j'ai pas très bien compris. C'est la signature au prix très fort d'Odji Anunoby. Je crois, dites-moi si je me trompe, que cette signature à plus de 200 millions de dollars a été faite avant l'arrivée de Michael Bridges. Donc, on peut peut-être comprendre. Je pense qu'il aurait peut-être dû sécuriser l'arrivée de Michael Bridges avant d'offrir ce contrat à Odji Anunoby qui est archi sujet aux blessures. On l'a encore vu cette année.
À la dernière fois qu'on l'a vu sur un terrain, le pauvre, il a fait 2 allers-retours. J'ai eu peur pour lui. Hein. C'était terrible. C'est compliqué. C'est le match 7 d'ailleurs, non? Ouais. Ouais, je Il crois est que dans c'est un état, le Il- pauvre. il- Ils le font jouer, c'est ridicule. Ouais, hein. il a un Jeanne- carton et après. Et il met Même- une filoche à 3 points. Tout à fait, à l'orgueil. Hein. Même l'échauffement, tu voyais que c'était compliqué. Donc voilà, petite frustration. Après, c'est une équipe qui, j'ai l'impression, progresse. Ils perdent Hartenstein, mais je suis sûr qu'ils vont réussir à trouver des rim runners pour pouvoir compenser un petit peu. C'est plus qu'un rim runner, Hartenstein. Je sais que c'est plus un rim runner, mais tu vois, je pense Mais que c'est exceptionnel. je pense que tu peux trouver. Et puis ils n'avaient pas l'oseille pour pouvoir le signer tout à fait. au prix que l'a signé OKC. Après, j'ai une petite interrogation, des petits doutes. Quand tu as 4 potes comme ça qui sont liés comme pas possible, c'est une force, mais c'est aussi une faiblesse. Demain, je sais pas, il y a. Ils sont en voiture, ils ont un accident. Ouais, Non, oui, pas t'as ça. raison. Ah ouais, ok, Mais d'accord. si, J'attends de voir quel est. Oui, non, je ne sais pas. T'attendais de voir mon exemple. Non, mais Mais demain, dans quel peut être la faiblesse, demain, il y a un peu de c'est tellement frustration. soudé. Demain, il y a un peu de frustration de la part d'un des joueurs. Demain, tu as un besoin sur un poste 5 où tu es obligé d'en sortir un pour pouvoir faire un trade. Ok. C'est quelque chose qui peut casser. Et tu vois, quand tu as 4 joueurs comme ça qui sont aussi potes, aussi liés, je trouve que ça reste fragile. Après, il en reste qu'en l'état. C'est une bête d'équipe. Je trouve que l'histoire de Villanova, elle est marrante, elle est cool, c'est bon pour les journalistes, on en parle, on écrit, on fait des vidéos, super. Mais moi, je pense que plus que les mecs de Villanova, c'est des mecs qui correspondent au système Thibodeau. Thibodeau, honnêtement, il va rester. Voilà. Il a prolongé. Voilà, il a prolongé Ah oui, avec, les je saisons confirme, avec hein. les saisons qu'il fait et tout. Bon, voilà. Et au bout d'un moment, si Thibodeau reste, faut lui filer des mecs qui sont Thibodeau compatibles. Et là, pour le coup, plus qu'être des mecs de Villanova, c'est surtout tous des Thibodeau compatibles. Moi, c'est ça que je vois plus que Villanova. Si on creuse le truc, Bridges, c'est un mec qui joue tous les matchs, qui est capable de jouer des 40 minutes. Il a pas attendu Thibodeau pour ça. C'est Iron Man. Voilà. La grande question, c'est est-ce que Michael Bridges va rater un match ou Thibodeau? C'est Il a jamais raté un clairement match. l'interrogation. Il a jamais raté un Donc- match de sa carrière. Donc le moi mec. c'est ce qu'on a vu, avec Bojan Bogdanovic, ce qu'il en a fait, qui est un bête de joueur. Ça n'intéresse pas. Et moi ça m'a frustré en playoff, comment il s'est servi de Bogdanovic. Bon en fait, vas-y on récupère Michael Bridges, tant mieux, parce que c'est ce qu'il faut à cette équipe-là. Pour moi tu gagnes de la profondeur et tu gagnes des mecs qui sont dans la Thibodeau philosophie, des gros défenseurs capables de scorer, des mecs qui sont capables de jouer 40 minutes. Donc quand tu réduis tes rotations, voilà, Josh Hart, Brunson, DiVincenzo et Bridges. Ben voilà, ça pour moi, plus que Villanova, pour moi c'est surtout des mecs Thibodeau compatibles. C'est bien beau Villanova, c'est pour le folklore. Même si c'est une réalité Ah, quand c'est même. une- c'est une Parce que, réalité, tu vois, c'est une force, hein, les quand gars. quand tu les vois arriver, machin, tout le monde dit ils vont faire Bridges, je pensais que ça allait être une blague quand ils le font vraiment. Et vu ce qu'ils lâchent, je me suis dit, en fait, ils ont vraiment envie de les réunir tous les 4. On a vu passer les stats de Bridges avec presque ses 20 points, etc. etc. La question qu'on se pose maintenant, et on verra s'ils progressent, ils vont progresser dans le jeu, etc. Mais est-ce que c'est vraiment une équipe qui peut être championne? Je pose la même question que pour les Mavs aujourd'hui, parce que au vu de l'argent dépensé, au vu du moment du projet et tout, les Knicks, leur seul souhait, c'est de retourner en finale NBA, les gars. Pour moi, ils vont avoir une armée incroyable. Vraiment, ils ont une armée défensivement avec, je te dis, Anunoby qui retourne là, le retour de Julius Randle. Mais justement, Julius Randle, il a manqué. Il a manqué énormément à cette équipe-là pendant la fin de saison et sur les playoffs. Parce que Jalen Brunson, on ne pourra pas gagner avec All Jalen Brunson à la création comme ça. Sur le playmaking, on ne peut pas. Il est tout aussi fort qu'il est, on ne peut pas. Il manque un deuxième créateur. Et ce deuxième créateur, c'est pas Anunoby, ça ne sera pas non plus Bridges, ça doit être Julius Randle. Qui, l'année dernière, a fait un début de saison minable dans l'attitude, mais qui, par contre, sur la deuxième partie de saison, avant qu'il se blesse à l'épaule, sur cette chute complètement folle, il va s'empaler dans les mecs, là. Eh ben lui, c'est à lui, en fait, d'être ça. Et je pense que Julius Randle, en deuxième option, même si on lui a beaucoup critiqué, j'ai envie d'y croire. Lui, il a vu l'année dernière, quand même, ce qui s'est passé sur la fin de saison, ce qui s'est passé dans la construction pendant les playoffs. Je pense qu'il a aussi un côté frustré et un côté je veux faire partie de ce projet-là. Donc j'ai envie de croire que Julius Randle va être le deuxième go-to guy all-around et playmaker aussi de cette équipe-là. Et ça peut changer pas mal. Et il doit sécure de bas, comme on dit. Hein. Je Ah vous rappelle oui. qu'il est à 28 millions cette saison, que l'année prochaine, il y a une player option. Et vu ce qu'il se passe en ce moment, tous les joueurs font des contrats pour arriver en 2026 et prendre le max. Donc on peut imaginer qu'il va sortir de sa player option à la fin de la saison et il va demander un énorme chèque. On verra si les Knicks seront enclins en fonction de ce qui se passe cette saison. Il a gros à jouer. Il a gros joué. Alors je te pose la même question à toi. Ouais. C'est quoi le plafond de cette équipe en playoff dans la conférence Est? Moi, je pense que sur cette conférence Est, ils ont les cartes pour gagner la conférence Est. Clairement, après, voir l'opposition en finale, mais Ouais, ils peuvent gagner cette conférence Est Ok. en allant chercher un top 3, top 4 sur la saison régulière, garder le... Ils finissent deuxième l'année dernière, on se souvient. hein. Ouais, clairement, C'était incroyable. clairement. Après, il va avoir Philadelphie. Bref, on va voir où est-ce qu'ils vont tomber, mais ils doivent jouer l'avantage du terrain sur le premier tour. Moi, je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils sont meilleurs Clairement. que Boston sur une série ça, là, pour- comme ça. C'est ça la question. En fait, Boston, pour moi, c'était tellement rayonnant. Pour moi, au niveau du talent, je pense que Bucks plus talentueux, Celtics plus talentueux. On peut parler des Sixers où il y a plus de talent.
de talent d'attaque, de mecs. Après, les Knicks, ils me font penser un petit peu aux Pistons de Billups avec les deux Wallace. Alors, il manque le deuxième Wallace à l'intérieur. Mais voilà, je vois si les Knicks, après, avec une défense de fer et cette volonté de tout le temps être dans le combat, de ne pas lâcher ce fighting spirit, ça peut faire une diff. Mais ils le feront là-dessus et pas sur le talent. Et soyez au complet, s'il vous plaît. Voilà. Parce que sinon, tu peux pas le faire. C'est l'autre grand truc. Soyez au complet, clairement. sinon, vous pourrez rien espérer. Clairement, non. Moi, je pense qu'il y a une fenêtre. Je dis pas qu'ils sont favoris ou autres, mais je pense qu'il y a une planète où ils peuvent gagner la conférence Est. Après, tout à l'heure, tu parlais de Julius Randle. Effectivement, clairement, il doit se rattraper parce que là, sans vouloir l'être, j'ai l'impression que c'est un petit peu le vilain petit canard. Le fait que déjà, il soit pas avec la connexion des 4 de la fac et un petit peu le fait que tu sais que chaque année, il fait une bonne saison, une mauvaise saison, un bon début de saison, un milieu de saison qui est moyen. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il se rattrape et je ne serais pas étonné aussi qu'il serve d'asset pour un transfert en milieu de saison. Aussi, il peut. Clairement. C'est possible. On verra en fonction de ce qui se passe. Clairement. Si ça se passe mal sur les 6 prochains mois, c'est De toute façon, possible avec le contrat qu'il a, ouais. clairement, et ça sera quelqu'un pas va- Anéobi avec la c'est thune sûr. qui coûte. Et puis, ce qui est très dur avec Julius Randle, c'est qu'on connaît pas sa valeur. Donc là aussi, ce sera intéressant. Je suis sûr que les Knicks y ont déjà pensé sans aucun doute. Il peut jouer 5. Et il peut jouer 5. On enchaîne avec la dernière équipe qui nous excite tout particulièrement, c'est celle qui a été vainqueur de la conférence Ouest. Ouais, on a fait 4 équipes de l'Ouest en même temps, vous savez, c'est la meilleure conférence, n'en déplaise à Erwan. OKC, les gars, OKC l'année dernière a remporté donc cette conférence. C'est la plus jeune équipe de l'histoire à avoir remporté la conférence Ouest. Elle a passé un tour de playoff et on sait combien c'est difficile dans ces très 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 jeunes projets. On aime dire que c'est un projet qui va à vitesse grand V, ça va super vite. Ils ont déjà leur joyau, Shai Gilgeous-Alexander, qui a été deuxième du MVP, etc., etc., etc. Je vous montre le roster tout de suite, parce qu'après la belle saison régulière, les 57 victoires, eh bien, voici ce qui a changé. On a déjà pas mal parlé, mais bon, on est dans la hype. On a parlé d'Isaiah Hartenstein, qui arrive derrière Shettlgram. Ça va être passionnant, j'ai envie que vous s'entendiez là-dessus. Et bien sûr, Alexandre, ce bon vieux Alexandre Caruso, est arrivé pour renforcer les extérieurs avec son expérience. Arthur, qu'est-ce que tu penses de cette équipe ? Il y a clairement une progression. Hein. Je trouve que c'est une équipe qui progresse et c'est difficile de progresser lorsque tu es un petit marché et que tu as fini premier de ta conférence. Donc bravo à eux. Franchement, le coup Hartenstein, c'est parfait. On va avoir aussi, comment il s'appelle Caruso Non, l'intérieur, le poste. Shettlgram, année 3, enfin année 2-3. Ouais, mais au Real, année 2. Tout à fait. Et on sait que si tu digères bien ta première année, il y a moyen d'augmenter tes stats, d'avoir un apport, d'utiliser toute cette expérience. Et puis surtout, Caruso, on parlait tout à l'heure de joueurs qui ont déjà gagné. C'est un gars qui a gagné en 2020 avec un rôle pas majeur mais un rôle hyper important avec les Lakers. Il joue 25 minutes Ouais, c'est un bête de joueur. J'ai l'impression qu'il va résoudre plein de choses, il va mettre du liant et moi j'attends OKC, il doit viser la première place. Hein. Sans aucun doute. Alors peut-être que ça leur mettra la pression. On parle toujours d'une année où tu dois confirmer, mais clairement ils doivent jouer la première place et je suis archi pas étonné s'ils finissent premier. Grand objectif pour le Thunder, en saison régulière et en playoff. Moi, je pense qu'ils doivent viser une finale de conf. Et si à partir du moment où tu es en finale de conf, tu te dis, on veut aller en finale. Moi, je crois qu'aujourd'hui, cette équipe-là, elle est bâtie là-dessus. Ce que fait Shai l'année dernière, c'est exceptionnel. Ce que fait Marc Daigneault au coaching, c'est extraordinaire. Les rotations, la profondeur, avec des mecs jeunes. Moi, j'ai envie de revoir cette équipe-là avec un an dans le museau, avec une saison régulière parfaitement maîtrisée. La frustration de se faire sortir au premier tour aussi. Deuxième tour, pardon, aussi. Donc... voilà, et puis les mecs qui prennent un vécu en commun, les Lou Dort, les mecs comme ça. Vraiment, Hartenstein, pour moi, c'est exactement ce qu'il leur fallait. Il fallait un backup à Chet qui parfois souffrait, même s'il est très grand. Il souffrait dans le combat et tout. T'inquiète, là, tu vas prendre un mec qui va un bodyguard qui te faut le. Ils pourront toujours faire jouer Jalen Williams, aussi, hein, parce qu'il est dans le projet. Qui risque de reculer un peu dans la rotation, ce qui est normal. La saison est longue. Ce qui est normal, mais tu vois, un mec comme Hartenstein sur de la passe, le sens du jeu, le jeu sans ballon, ligne de fond, tout ça, il va se gaver avec tous les meneurs qu'il y a. Puis on a vu pareil plein de petits jeunes en play-off se montrer, faire des choses. Moi, cette équipe-là, elle me hype de fou la saison prochaine et je serais vraiment pas surpris de les retrouver en finale dès l'année prochaine. Ouais, excuse-moi de te couper parce que là, tu disais, il faut qu'ils visent la finale de conférence. Tu vois, si on était un an plus tôt, tu vises la finale de conférence. Mais là, tu vois, ça fait 2 ans que c'est une bête d'équipe. L'année dernière, ils sont 10e. Oui. C'est un exploit. Il y a 2 ans. L'année dernière, ils crèvent le plafond. Là, j'ai quand même l'impression qu'on est sur la véritable année de la confirmation. Voilà, là, ils vont être attendus partout. Il y a toujours ce truc-là. Là. Clairement, ils doivent être. À partir du moment où tu vises le top 2, top 3 de la conférence Ouest en l'état actuel, tu dois viser la finale. Tu dois viser le gagner. Et puis surtout, pareil, on n'avait pas des doutes sur Shai parce qu'on savait que c'était un bête de joueur. Mais là, la saison qu'il nous fait en terminant 2e, avec des stats en tournant à plus de 30 points, ça fait 2 années consécutives. Là, tu as un MVP en puissance où tu es
où tu es dans le top 2, top 3 de ta conférence, en fait, tu dois viser la finale. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est logique, quoi. C'est logique. C'est logique, implacable. Clairement, bien sûr, je vous rappelle, Isaiah Joe a été prolongé, Aaron Wiggins a été prolongé. Très bien. Sam Presti a aimé ce qui s'est passé et ils font confiance sur un projet au moins, allez, ils ont une fenêtre de 3 ans juste avec ces mecs-là pour continuer à progresser. Et Shuttlegram va faire la bascule. J'ai une question pour vous. Ce serait quoi le point faible d'OKC? C'est ce qu'on disait, l'année dernière, c'était l'expérience. On l'a vu en playoff, sur la fin de la série face aux Mavs. Il y a eu un espèce de... quelle série de tranchées on a vécu. Il y a eu plus de talent, des tirs réussis côté Mavs qui ont fait la différence. Et Lucas s'est réveillé aussi, on s'en rappelle dans cette série-là. Gagner 4-2. Elle n'a pas de point faible. L'année dernière, le point faible pour moi était clairement, il manquait un gros babar à l'intérieur pour pouvoir supporter la pression des autres équipes. Et ils avaient perdu la bataille de la peinture, etc. Hartenstein vient parfaitement remplir tout ça. Je sais pas, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, mais une bonne question. Je réfléchis. Un spécialiste à 3 points pour faire sauter une défense. Isaiah Joe. Ouais. Est-ce que c'est un spécialiste qui peut te faire gagner un titre? En tout cas, le fait qu'on ait le fait qu'on ait du mal à y répondre et que ça nous saute pas aux yeux tout de suite, c'est déjà bon signe pour eux. Voilà. Après, il y a juste la réalité de la conférence Ouest. On disait, il y a la concurrence. En fait, les très bonnes équipes, il y en a 6. Comme chaque année, tu auras 1, 2, voire 3 équipes. On va se dire, c'est une saison de merde pour eux. Clairement, parce que s'il y a qu'un seul gagnant, les Kings il y a 2 ans, les Kings l'année dernière. S'il y a qu'un seul vainqueur et un seul projet validé, il y a que Boston qui a réussi sa saison dans ce cas-là. Bon, écoutez, on verra. En tout cas, c'est une équipe qui nous régale et surtout un projet autour de Shai Gilgeous-Alexander et Marc Daigneault, coach de l'année, qui est fantastique à suivre. Les petits marchés, toujours, ça c'est des trucs qui t'intéressent. À voir si OKC arrive à aller chercher une nouvelle finale NBA après celle de 2012. On s'en souvient tous. Voilà pour les 5 équipes qu'on attend le plus. On se donne rendez-vous dans quelques jours pour vous donner les 5 joueurs qu'on attend le plus. Et bien sûr, il y aura Victor Wembanyama. Donc, on compte sur vous, que vous soyez à la plage, à la piscine ou simplement à la maison, pour nous suivre à fond. Merci les gars. Merci Erwan. Merci Arthur. On se retrouve dans quelques jours. Ciao. Vamos a la playa.